présenter des travaux que j'ai réalisés sur Malwarebytes et notamment comment je m'y suis pris pour trouver deux vulnérabilités dessus. Donc c'est corrigé aujourd'hui et ça en basant sur un composant de Malwarebytes que j'ai pu réutiliser pour me faciliter cette tâche de, on va dire, d'attaque. Alors tout d'abord, qui je suis? Je suis Nicolas Delay. Je fais de la recherche de vulnérabilité depuis 2010. Moi, j'étais passionné un petit peu avant, mais officiellement depuis 2010. Plutôt spécialisé dans tout ce qui est Windows, donc que ça soit cibler l'environnement, l'OS Windows en soi, les drivers, etc., les services qui tournent, mais aussi les applications qui reposent sur Windows, et notamment on y retrouve les solutions de sécurité telles que les antivirus, les EDR. Alors pour faire ma recherche de vulnérabilité, moi je suis un peu old school, je fais ça à l'ancienne, surtout avec beaucoup de rétro-ingénierie. Mais petit à petit, je me mets aussi au fuzzing, parce que ça aussi c'est ses avantages. Donc pour pas montrer que je cible que forcément Malwarebytes, l'an dernier je suis déjà venu, j'ai présenté des travaux sur Avira, où j'ai montré que je pouvais faire une élévation de privilèges, mais il y a eu aussi, j'ai pas fait ces présentations-là, mais CyberReason, le DR de CyberReason, la solution Bromium qui a été aussi déjà impactée. Bon, tout ça pour montrer, on va comprendre un petit peu dans le slide suivant pourquoi il ne faut pas non plus se reposer aveuglement sur les solutions de sécurité. La télécommande. Voilà. Alors du coup, le plan, alors je vais faire d'abord un petit peu un contexte où je vais expliquer en quelques mots les objectifs aussi de ce type de prestation chez Airbus. Puis je rentrerai dans le vif du sujet en donnant une architecture basique, en tout cas du composant que j'ai exploité, de Malwarebytes, qui est le composant d'anti-exploitation. Puis on passera sur le protocole de communication utilisé, notamment la manière de communiquer avec un composant critique de Malwarebytes qui repose sur des ALPC. Puis on verra qu'il y a un petit protocole propriétaire. Et ensuite, une fois qu'on a ces éléments en main, on peut faire notre recherche de vulnérabilité. Et là, je décrirai brièvement deux vulnérabilités que j'ai identifiées. Et on terminera par quelques réponses aux questions, s'il y a des questions du moins. Tac. Ok. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont je pense un environnement Windows ont probablement un antivirus ou une solution de sécurité de ce type-là. C'est quelque chose, je pense, qui est utile. Néanmoins, il ne faut pas reposer aveuglement sur son utilisation et croire qu'on est protégé pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que un antivirus, ça reste un logiciel avec énormément de composants qui tournent avec des droits élevés. Et c'est aussi un logiciel qui est complexe. Et finalement, quand on remet tout ça en place, ça offre une grande attaque de surface pour un attaquant. Surtout que finalement, ce qui peut être assez marrant, c'est qu'on utilise ça pour se protéger, mais finalement, avoir un antivirus sur sa station de travail, vu qu'énormément d'utilisateurs ont ça, un attaquant va se dire pourquoi pas cibler directement l'antivirus, puisque c'est un logiciel qui va être souvent présent, et m'intéresser à ce logiciel-là va être vraiment d'un intérêt utile, on va dire, pour quelqu'un qui veut être offensif. Nos objectifs, en tout cas, lorsqu'on fait ce type de prestation chez Airbus, c'est évaluer la sécurité de plusieurs logiciels de sécurité. Donc, ça arrive que des clients nous proposent, avant d'installer un tel type de solution, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis en tant qu'expert sur quel est le produit qui semble le plus fiable. Donc, on va regarder un petit peu si c'est bien codé, s'il n'y a pas trop de vulnérabilité, en tout cas, en principe, pas trop de vulnérabilité, et on fait ça dans un temps entre 1 et 3 mois. Évidemment, toutes les vulnérabilités qui sont identifiées, on va les reporter à l'éditeur. Il est hors de question de faire ce type de présentation avant même que ça soit corrigé. Derrière, qu'est-ce qu'on en tire? Nous, on peut avoir l'opportunité de présenter nos travaux comme aujourd'hui pour montrer notre compétence et aussi éventuellement d'attirer peut-être des personnes qui connaîtraient pas cette activité chez Airbus. Et enfin, je terminerai sur quelques mots sur la posture de Responsible Disclosure, où c'est un process qui permet, avant de se faire ce type de présentation, de faire corriger la vulnérabilité avec l'éditeur. L'éditeur, on est en contact avec, il va pour le cas par exemple de Malwarebytes, m'a redemandé de retester
leur nouvelle version pour voir si c'est bien corrigé. Et souvent, ça découle en des CVE, donc une identification publique des vulnérabilités. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes Malwarebytes ici. Aujourd'hui, on n'a pas réussi après avoir fait la correction, à avoir ces CVE-là. Donc, en tout cas, on reste à l'écoute si il est possible de finaliser ce processus. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Le composant que j'ai ciblé, c'est de Malwarebytes, c'est le composant dit anti-exploit. Donc en gros, Malwarebytes, il a une fonctionnalité qui permet de protéger par défaut à peu près une cinquantaine d'exécutables, qui sont principalement des navigateurs web, des lecteurs PDF et d'autres programmes. Évidemment, l'utilisateur est libre de pouvoir en rajouter. Et la protection en fait ajoutée en tout cas via cette fonctionnalité, c'est du renforcement alors de politiques de sécurité comme le DEP, éviter tout ce qui est spraying lorsqu'on va faire une exploitation, par d'autres choses dynamiques, anti-hip spraying enforcement. Bon, je vais pas rentrer en détail dans ça, tout simplement parce que j'ai pas regardé de près si ça fonctionne bien, si ça a vraiment une plus-value, si c'est facilement contournable. Mais l'idée est là, c'est de protéger finalement certains binaires critiques, programmes critiques d'exploitation ou de détecter des exploitations en cours. Donc au niveau de l'architecture, comment ça fonctionne? Comment Malwarebytes arrive finalement à implémenter ces protections supplémentaires? À chaque fois qu'un process type Internet Explorer ou Firefox va être démarré, Malwarebytes va injecter une DLL dans le programme en question. Et un petit peu comme un malware pourrait faire finalement, il se comporte comme un malware en faisant de l'injection DLL, mais pour un but plus légitime qui est la protection. Cette DLL qui va être injectée, par exemple, on peut voir sur le slide Acrobat ou Internet Explorer, tourne avec des droits utilisateurs standards. Et la DLL se nomme MBAE64, tout simplement pour Malwarebytes Anti-Exploit et 64 pour 64 bits. Le pendant en 32 bits existe aussi, MBAE32.dll. Et une fois injectée, cette DLL va communiquer avec un service critique de Malwarebytes qui s'appelle MBAM Services et qui a aussi une DLL chargée en mémoire qui s'appelle MBAE API NA. Et donc ces deux DLL vont communiquer ensemble. Alors pourquoi elles vont communiquer ensemble? Notamment lorsqu'il va y avoir des tentatives d'exploitation, je sais pas, dans Acrobat ou dans Internet Explorer, il va remonter l'information au service MBAM et potentiellement le service MBAM va prendre l'action de soit mettre le fichier en quarantaine, certains fichiers en quarantaine, ou de tuer le processus qui est en train de se faire exploiter avant que l'exploitation soit terminée. Donc on va rentrer un peu plus en détail sur les ressources qui sont utilisées. Pas dans ce slide-là, mais dans le prochain, parce que là, je me dis, il y a un petit peu de temps de réfléchir un petit peu. Ok, on a cette architecture en tête. On voit que finalement, un process utilisateur est capable de communiquer avec un process système de Malwarebytes critique, et on se dit, tiens, sur quoi repose cette... est-ce qu'il y a une sécurité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche n'importe quel programme de venir communiquer avec Malwarebytes? Est-ce qu'il y a une sorte de vérification qui est faite pour dire celui-là il a le droit parce qu'il est censé être protégé? Donc on va vouloir voir s'il y a un mécanisme de sécurité qui est implémenté déjà de ce côté-là. Et s'il n'y en a pas, on essaiera d'étudier le protocole utilisé, déjà d'établir la communication et d'utiliser le protocole. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire? Ça serait peut-être, on peut se dire, si je peux communiquer avec le service MBAM, pourquoi pas moi, en tant peut-être développeur de malware ou évaluateur du produit, essayer d'appeler les API de Malwarebytes et par exemple forcer l'effacement d'un fichier arbitraire sur le fichier, sur le disque dur. Ou pourquoi pas chercher une vulnérabilité sur le service MBAM, voire soit faire un déni de service ou une élévation de privilèges. Donc, tout de suite, là, je vais, avant de passer au slide suivant, vous parler un petit peu de la protection qui est mise en place pour éviter qu'un programme, finalement, lambda puisse communiquer avec ce service MBAM via le canal de communication qu'on a vu sur le slide précédent, ALPC. En fait, il se repose juste sur le nom du programme. C'est-à-dire que si moi, je crée un programme malveillant qui s'appelle Internet Explorer et que je mets en place ce canal de communication, le service MBAM va juste vérifier, ok, c'est Internet Explorer, je laisse passer.
il n'y a pas de vérification qui est faite, du moins sur le chemin complet d'où était exécuté le fichier. Parce que si le fichier Internet Explorer ou Firefox, ils auraient fait la vérification que c'était dans système, le répertoire système, bah, tout de suite, il faut avoir des droits privilégiés pour pouvoir installer un programme là. Et cette vérification n'a pas été faite. Donc à partir de là, on a un moyen assez facile de communiquer avec ce service MBAM. En tout cas, on a le droit de le faire si on fait partie d'un nom qui est privilégié. Donc ok, on sait qu'on peut établir cette communication. Maintenant, il faut l'établir, la communication. Et donc, on peut utiliser un petit outil de sysinternal qui est très pratique, qui s'appelle Process Explorer, qui permet de lister l'ensemble des ressources utilisées par un programme. Alors, dans mon cas de figure, moi, ce que je recherche à trouver, c'est tout ce qui est lié à cette communication. Et bon, lorsque je regarde un petit peu, ben, je vois un port ALPC qui est ouvert. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'ils ont souvent le préfixe MBAE à chaque fois, ces ressources. Alors, il n'y a pas de mal à faire ça, hein. Après, c'est vrai que pour un chercheur, ça facilite un peu la tâche. Donc, on voit MBAE pour Malwarebytes Anti-Exploit. Donc, on a notre port ALPC, une mémoire partagée, 2 événements de synchronisation, je suppose. Et dans la création de ces événements, ou même de la mémoire partagée, on voit quand même qu'il y a un nombre, 289, pardon. J'ai dit random, pseudo-random, bon, j'étais pas trop sûr. En tout cas, il y a le PID du process. Donc à partir de là, on se dit, oh là, ça aurait été que utiliser des API ALPC de Windows. Alors, déjà, c'est des internals, mais on retrouve du source assez facilement sur Internet pour les utiliser. Mais là, il y a une mémoire partagée, des événements de synchronisation. Ça veut dire qu'il va falloir comprendre la logique. Comment je vais faire pour écrire? Alors, écrire, ok, dans la mémoire partagée, mais avertir le service MBAM que j'ai bien écrit. Je dis, oh là là, ça, non pas que je suis un mauvais développeur, peut-être un peu, mais plutôt feignant. Du moins feignant dans le sens que j'ai pas envie de me retaper toute cette logique, comprendre par rétro-ingénierie comment ça fonctionne. Je me dis, tiens, si Malwarebytes le fait, pourquoi pas réutiliser ce qu'ils ont fait, de faire de la réutilisation de code. Évidemment, ça demande un peu peut-être de rétro-ingénierie, mais j'ai pas tout ce travail à faire de codage et de comprendre comment ça fonctionne. Donc je suis parti sur cette piste. Alors il y a deux méthodes. Alors la première, celle que j'espérais au tout début, c'est que finalement c'est une DLL qui code cette communication. Je me suis dit avec un peu de chance, cette fonction est exportée. Alors donc exportée par nom, c'est bien, ça se fait souvent avec les DLL. Hein, on peut rechercher une fonction par nom, l'utiliser directement dans son programme. Malheureusement, là, c'était pas le cas. Ça se comprend parce que c'est un fonctionnement interne. Ils n'ont pas voulu rendre l'API publique. Du coup, là, il faut faire un travail de rétro-ingénierie. Et la difficulté se trouve ici, où finalement, on va avoir beaucoup de code imbriqué avant. On va partir de la fin, de voir où sont les données qui vont être envoyées dans le canal ALPC. Et il va falloir remonter au fur et à mesure pour voir si à un moment donné, on arrive à une API assez haut niveau qui permet d'éviter de gérer tout ce qui est accès mutuel, mémoire partagée, qu'on a un truc simple où on passe juste notre buffer à envoyer, etc. Et donc j'ai réussi à retrouver une fonction de ce type-là. C'est moi qui l'ai nommé, hein. C'est pas nommé comme ça du tout dans le programme. J'ai nommé MBAE64 send IPC message, tout simplement parce que ça envoyait vraiment un message via cet ALPC. Et ce qui est bien en faisant la rétro de cette fonction, en cherchant son prototype, on voit que ça prend juste un nom de canal. Donc on passe le nom du canal qu'on veut nommer pour la LPC, et puis ça prend un buffer d'entrée qui est notre buffer qu'on veut envoyer vers le service MBAM, une taille de ce buffer d'entrée, un buffer vers la réponse fournie par MBAM et la longueur. Et 2 champs que j'ai pas identifiés mais que j'ai mis à 0 et ça fonctionne très bien. Donc là c'est super parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est retrouver cette fonction-là dans le binaire, dans notre DLL qui était injecté au niveau de Firefox. Donc on peut le retrouver, il y a des marquants, il y a des méthodes de faire, et de directement appeler le code assembleur en faisant croire que c'est du code C. Ça se fait assez facilement, on retrouve assez facilement ce genre de méthode. Donc ok, là c'est cool, on peut maintenant communiquer avec le service MBAM, et maintenant on voudrait faire peut-être des choses un peu plus croustillantes. Et pour cela, on efface d'abord un petit protocole. On passe on regarde un petit peu comment fonctionne ce protocole. Bon, basiquement, j'ai juste documenté le header. On a un checksum, un time
qui est l'heure où le message est envoyé. Alors, de ce que j'ai constaté, c'est que si le message est envoyé, c'est au bout de 3 secondes, quand le message est reçu par le service MBAM et que 3 secondes s'est écoulé, il rejette le message. Bon, je vois pas quand ça peut arriver. On a un code fonction, ça c'est très intéressant parce que ce code fonction là, c'est lui qui va définir quelle fonction de malwarebyte du service MBAM on va taper. Peut-être la suppression de fichiers, alors j'en parle parce que ça sera ça que je vais exploiter, une taille de données et un PID, le PID du process émetteur. On voit quand même un petit point critique dans tout ça, c'est ce fameux checksum, parce que évidemment au début j'ai essayé d'envoyer un message comme ça en mettant checksum, j'ai pas envie de m'embêter, on va voir, je mets 0 dedans et en fait le message est tout de suite rejeté. Donc on est obligé de comprendre quelle est leur méthode pour calculer ce checksum, pour rendre notre message, bon, c'est de l'intégrité, hein, pour rendre notre message valide. Donc là, on revient dans notre rétro-ingénierie, on essaye de voir où se situe le code qui permet de construire un message qui sera envoyé vers le service MBAM. Mais à un moment donné, bon, on retrouve une boucle. Alors, il y a plusieurs des boucles, mais bon, là, une boucle qui semble faire le calcul du checksum, et notamment avec une table de constantes. Alors c'est moi qui l'ai renommée, mais si on suit dans IDEA, on voit bien que c'est des valeurs fixes. Et finalement, ce petit bout de code en assembleur, c'est pas trop dur à recoder, hein, de passer de l'assembleur en C. Donc j'ai mis, moi, comment j'ai recodé ça en C en bas à droite. Pour quelqu'un qui est familier avec les CRC, il aura reconnu que c'était un CRC32, soit par rapport à l'algorithme, soit par rapport aux constantes. Bon, après, voilà. Donc ça, c'est super. Maintenant, on a notre fameux checksum. Ce qu'il faut faire, finalement, c'est construire notre message, calculer le checksum de ce message et voir si c'est pris en compte par le service MBAM. Bon, évidemment, ça fonctionne. Donc là, on a tout ce qu'il faut maintenant pour communiquer vraiment avec le service MBAM. Donc on passe dans la rétro, on essaye de voir un petit peu les codes fonctions. Et puis il y en a un, je me dis quand même, qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est suppression de fichiers, tout simplement parce que quand j'ai essayé, moi, un petit peu, quand j'ai joué avec Malwarebytes, j'ai vu que quand je mettais des programmes un peu limites, il me les mettait en quarantaine et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de voir si je peux pas tirer profit de cette fonctionnalité pour mettre en quarantaine n'importe quel fichier du système, sachant que j'aurai des droits utilisateurs, donc voir si je peux supprimer des fichiers qui ont des droits admin. Et du coup, j'ai recherché un petit peu le code fonction. Il s'avère que c'est le code 2C0. Et on peut voir en haut à droite la trame complète à envoyer, en tout cas le protocole. On retrouve notre header avec le checksum, le time, le fonction de code, data size, etc. Mais on a aussi le corps du message qui suit aussi un certain protocole que j'ai nommé message data. Donc il prend lui un nom de fichier complet, un nom à mettre en quarantaine. Et du coup, moi j'ai juste seté un petit peu un nom arbitraire, et j'ai vu qu'en construisant cette trame-là, à partir d'un programme que j'ai moi-même renommé Internet Explorer, finalement j'arrivais à mettre en quarantaine n'importe quel fichier qui était sur le système de fichiers en quarantaine. Donc ça le supprime potentiellement, disons qu'il est plus à l'emplacement prévu, il est mis en quarantaine. Néanmoins, ça fait quand même une suppression de fichiers, avec des droits qu'on n'est pas censé avoir. Une deuxième vulnérabilité qui a été identifiée, alors toujours dans la même code fonction, qui permet de mettre en quarantaine. Je me suis dit, tiens, on va essayer de jouer un petit peu, évaluer la robustesse du service MBAM. Désolé. Donc on va essayer d'évaluer, alors là c'est un donné de service, évaluer la robustesse de Malwarebytes si j'envoie des données mal formées dans mon protocole. Notamment, j'ai voulu tester le champ full name pass, qui prend en charge maximum 520 caractères. Et je me suis dit, tiens, voyons un petit peu si je mets 520 caractères, mais sans le caractère final, le caractère nul, et voir un petit peu comment ça se comporte de l'autre côté. C'est plutôt un scénario assez basique d'un point de vue attaquant qu'on essaye de faire souvent dans les premiers tests. Et là, ce que j'ai aperçu, c'est un crash du service MBAM. Alors là, je me dis, c'est quand même pas mal, parce que crasher ce service-là, finalement, ça revient à mettre HS complètement l'antivirus, parce que l'antivirus, Malwarebytes repose essentiellement sur ce service qui fait pas que gérer que les messages venant du composant anti-exploitation, mais qui va provenir aussi de tout ce qui est les composants qui vont scanner à la recherche de programmes malveillants, etc. Si on rentre un peu plus en détail, la fonction qui est incriminée, c'est une fonction de copie qui porte l'intitulé à la fin _s, qui est pour _safe. Et c'est plutôt une bonne chose d'avoir utilisé cette API finalement, mais malheureusement elle cause un crash ici,
Parce que cette fonction-là joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'elle voit qu'on veut copier un nom de fichier qui ne va pas rentrer dans le buffer qui est attendu, 520 caractères, parce que cette fonction-là, si elle ne voit pas qu'il y a de zéro final dans le nom de fichier, ben, il va vouloir le rajouter. Et lorsqu'il va vouloir le rajouter, il va se dire ah ben non, là je dépasse du buffer maximum, moi je suis pas d'accord, il y a un overflow. Et du coup, il remonte une erreur, une exception. Et les développeurs de Malwarebytes n'ont pas pris en compte le cas où cette fonction va remonter une exception, donc il aurait fallu avoir un try except qui n'a pas été fait. Et par défaut, le comportement sous Windows, quand l'exception n'est pas catchée, ben, c'est de tuer le process. Donc là, on a un déni de service de Malwarebytes. Ce qu'on peut imaginer maintenant d'un point de vue d'un attaquant, c'est qui a connaissance de cette vulnérabilité. Ça serait avant de faire mon exploitation dans un navigateur ou avant de lancer mon programme malveillant sur la machine où je sais qu'il y a Malwarebytes installé. Je me fais un petit programme qui déclenche cette vulnérabilité-là, qui crache Malwarebytes. Et puis après, je lance mon programme malveillant ou mon exploitation et c'est bingo. Donc je vais terminer ma présentation sur ce dernier slide. J'espère que je vais pas avoir trop de visages qui ressemblent un peu à ceux de ce slide. J'espère que ma présentation a été claire et qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis prêt à y répondre dans la mesure du possible. Eh bien, merci Nicolas pour cette présentation. On peut d'abord vous applaudir. Tout votre talent a été de pouvoir ouvrir cette seconde journée de conférence au FIC. Et puis, nous allons donc passer aux questions. Me voici avec un micro. Qui souhaite poser une question, demander une précision, quelque chose? Oui. Bonjour. Une fois le fichier mis en quarantaine, il n'y avait pas le moyen de le récupérer avec des droits utilisateurs? Alors, ça c'est sûr qu'il y a moyen de le récupérer. Néanmoins, c'est vrai que la question est bonne parce que c'est vrai que c'est une suppression de fichier qui est un petit peu spéciale. Il y a quand même une alerte qui est remontée par Malwarebytes disant un fichier a été mis en quarantaine, une sorte de petit pop-up en bas à droite. Alors de souvenir, je sais plus du tout s'il faut il faut avoir des droits spécifiques admin ou pas pour pouvoir le rétablir. Si ça se trouve non, je sais plus. Ouais. Bon, c'est vraiment là l'idée, c'était vraiment de montrer que. Après, j'ai pas creusé plus loin parce que j'avais qu'un certain temps pour travailler dessus. Je pense qu'il doit avoir d'autres fonctionnalités intéressantes, voire d'autres vulnérabilités, mais après il fallait mettre une fin à la prestation. Oui. Bonjour, dans le cadre de la deuxième vulnérabilité, à partir du moment où le service MBAM est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de soumissions qui sont faites par les programmes et tout passe? Ouais, exactement. Les programmes qui ont déjà la DLL chargée, ils vont essayer d'envoyer leur message, mais il ne sera plus du tout pris en compte par le service MBAM. Et malheureusement, comme c'est ce service-là qui a tous les droits nécessaires et les fonctionnalités pour pouvoir supprimer les fichiers ou détecter, il n'y a plus rien. Ouais. Ça tue un composant clé. Il y a des composants encore Malwarebytes qui peuvent fonctionner, mais comme c'est lui qui centralise tout, finalement, ça revient à avoir complètement désactivé la solution. Ouais. Ça veut dire que la fonction est bypassée. Le programme poursuit par la suite et autorise l'exécution. Exactement. On peut faire ce qu'on veut après sur la machine. En tout cas, Malwarebytes ne fait plus son travail. Hein. Merci. Alors, j'avais une demande de question au fond. Je vais vous amener le micro. Mais approchez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, mettez bien le micro face à vous. Bonjour, merci. Bonjour, en tout cas, bravo pour votre travail. Alors, ça a l'air très simple, vous nous présentez ça en 20 minutes, mais au final, vous y avez passé combien de temps? 20 minutes. Non, ça fait pas partie des vulnérabilités les plus complexes. En gros, là, il faut taper du 2-3 semaines, je dirais, pour ça. Parce que j'ai un peu l'expérience et je suis assez familiarisé maintenant avec ce type d'environnement. Sinon, c'est vrai que ça peut être plus de l'ordre de 1-2 mois selon les personnes, parce qu'il y a beaucoup de composants. Maintenant, je sais un petit peu où taper, je sais comment établir ma surface d'attaque.
J'ai aussi déjà des bouts de code en ma possession pour me faciliter la tâche de programmation, tout ça. Mais c'est vrai que ça paraît toujours simple qu'on essaye d'expliquer comme ça parce qu'on veut vulgariser un petit peu, mais ça c'est consommateur en temps. Ouais. Oui. Bonjour. Chez Airbus, du coup, comment vous déterminez quel programme vous allez attaquer? Est-ce que c'est des clients qui vous font des demandes ou est-ce que vous ciblez des outils au hasard ou... Oui, bonne question. Alors, par défaut, c'est en interne qu'on peut avoir ce genre de demande. Après, ça arrive pour des marchés qu'on nous demande, voilà, d'évaluer plusieurs antivirus ou plusieurs produits de sécurité, que ça soit des EDR, et nous on peut pas tous les faire, donc après c'est un peu notre nez de chercheur qui nous dit tiens on va peut-être plus s'intéresser à celui-ci et on va essayer d'en faire 2-3, mais on peut pas tous les faire parce que ça prend trop de temps. Et après on fait ça aussi, certaines des recherches c'est un peu sur du temps de veille où le but derrière c'est aussi de pouvoir faire ce type de présentation et de montrer qu'on est capable de faire ça chez Airbus. Donc voilà. Attendez, je vais passer de l'autre côté pour vous envoyer le micro. Belle présentation, merci. Merci. Normalement, un outil de sécurité est censé avoir un monitoring qui va analyser toutes les remontées de chacun des postes. Et auquel cas, si la vulnérabilité est exploitée, il n'y a plus de remontée, il doit y avoir une alerte. Et donc, si c'est pas le cas, qu'il n'y a pas de monitoring pour cet outil, il faut pas utiliser l'outil, à mon avis. Alors après, Malwarebash, je sais pas s'il y a une station je suis pas sûr qu'il y ait une station de supervision qui récolte tous les logs. Je pense pas. Après, ça serait la même. Moi, j'ai déjà eu le cas avec, alors je sais plus le nom du produit. Qui remontait comme ça les infos, mais finalement j'ai même été capable à trouver une vulnérabilité qui permettait de remonter des fausses informations, parce que si on arrive donc bon dans ce cadre-là, j'ai envie de dire que non, c'est normal, le produit est face à un 0D. Face à un 0D, un antivirus, il va avoir vraiment du mal à détecter une nouvelle exploitation. Il se base beaucoup sur pas que des signatures, aussi sur du comportemental. Mais si on arrive d'un point de vue attaquant à contourner la manière dont l'antivirus détecte, et si en plus on utilise un 0D, donc une vulnérabilité que lui-même ne connaît pas, contre lui-même en plus, il est n'importe quel produit, que ça soit Malwarebytes ou autre produit de sécurité, ne pourra pas le détecter. Là est le problème de pas avoir une confiance aveugle en un produit de sécurité, même si c'est nécessaire d'en avoir un, quoi.